Bon voilà, ça fait même pas une minute qu'on est dans l'eau. Et voilà, c'est l'eau forte. Mais regardez ce qu'on a devant nous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème et d'une espèce intéressante qui mélange science et philosophie. L'espèce en question a débarqué chez nous il y a quelques années maintenant et il s'agit de la moule quagga. Coucou. Donc la moule quagga est une espèce envahissante exotique, donc espèce exotique envahissante plutôt. Ce qui peut poser quelques menus problèmes avec la faune, l'environnement, l'habitat, etc. Alors, comment est-elle arrivée ici? D'où vient-elle? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser? Quel est son impact? On va essayer de répondre à toutes ces questions et pour ça, j'ai demandé l'aide d'un chercheur qui est aussi plongeur et qui connaît parfaitement bien les dessous du Léman. On y va, c'est parti. J'ai rendez-vous au bord de l'eau avec Stéphane Jacquet. Il est entre autres directeur de recherche à l'INRAE, biologiste et plongeur. Et la petite info assez classe, il a même joué le rôle de doublure plongée dans le film L'Odyssée, dédié au commandant Cousteau. Alors Stéphane, avant d'aller voir un peu ce phénomène sous l'eau, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, déjà, d'où vient cette moule et depuis quand elle s'est installée dans le Léman? Alors il y a deux questions, une qui est facile et une qui est compliquée. D'accord, prends la facile en premier. Prends la facile. Alors on sait d'où elle vient. Son origine, c'est ce qu'on appelle le bassin ponto-caspien, c'est un terme un peu barbare. On est en Europe centrale orientale, on va dire, c'est en gros la mer Noire, la mer d'Azov, la mer Caspienne. Et en fait, au nord de la mer Noire, c'est l'endroit où on sait qu'elle est originaire. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Alors on est ici aujourd'hui sur ce site qui est un petit peu un site pilote, un site de plongée qui est très connu, de la plongée amateur mais aussi scientifique, puisque maintenant c'est devenu un site pilote pour nous, sur lequel on vient de manière récurrente. Et en fait ce qu'on va voir sous l'eau aujourd'hui, c'est très caractéristique de ce que l'on peut imaginer à l'échelle du lac. Et donc je vais pas spoiler la vidéo en disant qu'aujourd'hui on n'aura pas trop de mal à trouver l'animal qu'on cherche. Non, je pense pas. Bon, allez, c'est parti. Transformation en homme grenouille, et nous voici à quelques mètres sous la surface, dans le royaume des moules. Bon voilà. Ça fait même pas une minute qu'on est dans l'eau. Et regardez ce qu'on a devant nous. Sous nos palmes s'étendent déjà une quantité gigantesque de moules. Tout ce que vous voyez au sol là, ce sont des moules par milliers. Elles peuvent mesurer environ 2,5 cm de long. C'est un côté de moules partout. Stéphane m'emmène au niveau d'une petite épave de bateau. Et là aussi, Même l'épave est complètement colonisée par le moule. la quagga est capable de s'accrocher sur toutes sortes de supports, et même sur les plantes aquatiques qu'on appelle les macrophytes. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle est même capable de s'accrocher sur des animaux. Et oui, cette créature qui semble tout droit sortie de Mad Max est bel et bien une écrevisse signal entièrement envahie de moules. En l'observant plus attentivement, on se rend compte que ça doit être sacrément énergivore de se balader avec autant de moules sur soi. Non seulement le poids et l'encombrement de celle-ci doit lui demander énormément d'énergie, mais en plus, se déplacer sur un tapis de moules équivaut à marcher sur des milliers de tout petits pièges à loups qui emprisonnent ses pattes à chaque pas. Après seulement 30 minutes d'exploration, le constat est sans appel. On est bel et bien en présence d'une invasion. Et vous voyez toutes ces petites crevettes là-dedans? Et bien ça c'est inédit. C'est aussi une espèce envahie. Ce nuage de petites crevettes roses sont des Hemimisis anomala. Des petites crevettes que l'on croise un peu partout sous la surface du lac et qui sont elles aussi des envahisseuses. Mais bon, laissons ça pour une autre vidéo. Bon, t'as vu, le constat il est sans appel. Il y en a partout, ça colonise à peu près tout.
C'est quelque chose qui aussi la différencie de sa petite cousine qui est la moule zébrée, c'est-à-dire qu'elle, elle est capable de tout coloniser, tout type de support. Et donc dès lors qu'on voit un tel nombre d'individus, une telle biomasse, on peut imaginer que ça a des impacts considérables. Quel est le véritable impact de cette invasion de moules? Donc là, on a affaire à un organisme, c'est un filtreur. Donc des impacts, on peut en imaginer plusieurs. On estime qu'un individu, il est capable peut-être potentiellement de filtrer 1 litre par jour. Donc t'imagines, il y a des milliards d'individus à l'échelle du lac. Donc des organismes qui filtrent comme ça en permanence, été comme hiver. Hein. Tu as vu, tous les siphons sont dehors, donc a priori, elle a une activité quand bien même l'eau est froide. Les eaux sont très claires, donc on peut imaginer dans un premier temps un impact un peu positif. Pourquoi? Parce que des eaux qui deviennent plus claires, c'est plus de lumière qui rentre dans le lac, et ça peut par exemple profiter aux macrophytes, justement à ces plantes qui vont se développer, qui ont besoin de lumière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement, on peut imaginer que c'est un impact positif, parce que plus il y a de prairies, plus il y a d'herbiers à macrophytes, plus il y a de nurseries et de nourriceries pour les poissons. Donc on peut imaginer que c'est un cercle un peu vertueux pour le coup. Donc a priori, toi, ta première analyse, ce que tu pourrais dire personnelle, c'est de dire qu'il y a plutôt un impact positif sur l'écosystème? Non, j'ai pas dit ça. Là, je dis juste que là, potentiellement, il y a un impact qui est positif. Mais inversement, et par contraste, on peut aussi imaginer des impacts négatifs et on en connaît. Par exemple, pour revenir encore sur les macrophytes, donc si effectivement les macrophytes se développent, ils ont besoin de lumière, mais ils ont aussi besoin de nutriments. Ces nutriments, ils vont les prendre et les capter au détriment éventuellement d'autres organismes. Le phytoplancton. Et on sait que le phytoplancton, toutes ces microalgues qui sont dans la colonne d'eau, eh bien, elles ont aussi besoin de lumière, elles ont besoin de nutriments et elles sont à la base des réseaux trophiques, à la base des chaînes alimentaires. Tu peux imaginer que s'il y a une compétition entre les macrophytes qui se développent, mais aussi le phytoplancton, et que le phytoplancton perd entre guillemets cette compétition, eh bien, peut-être que ça va se répercuter sur l'ensemble des chaînes alimentaires. Ça veut dire quoi? Moins de phytoplancton, moins de zooplancton, moins de poissons. Donc là, pour le coup, impact plutôt négatif. On sait aussi qu'à partir du moment où on a ces organismes qui sont filtreurs, eh bien, ils filtrent, mais ils remettent beaucoup de matière en suspension. Et cette matière en suspension, cette matière organique, elle retombe. Elle va être utilisée par des bactéries. Ces bactéries, elles respirent, elles utilisent l'oxygène. Et donc, on a aussi potentiellement une déprivation d'oxygène sur le fond. Et donc, tous les organismes qui vivent sur le fond, ça peut être les œufs de poisson aussi, qui peuvent bénéficier, qui ont besoin de cet oxygène, eh bien, c'est à leur détriment. Impact négatif. Là, on a parlé de la partie un peu écologique et fonctionnement du lac, mais maintenant, on peut effectivement évoquer les infrastructures. Tu peux imaginer que dès lors que tu as des organismes qui sont capables de coloniser à peu près tout et n'importe quoi, eh bien, ça se fixe effectivement partout. Le lac Léman, c'est un lac qui est utilisé en termes d'approvisionnement en eau alimentaire, hein, et donc il faut mettre des crépines sous l'eau. Il y a des tuyaux et en fait, quand ces derniers sont bouchés, on peut imaginer que ça pose un vrai problème pour les gens qui font des prélèvements d'eau. Les pêcheurs aussi, évidemment, ils rapportent le fait que leurs filets sont colonisés par ces moules et donc ça veut dire que leurs engins sont aussi impactés de manière négative par l'animal. Donc on peut voir qu'il y a des effets vraiment antagonistes. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif. Tu parlais tout à l'heure de milliards d'individus. Est-ce qu'on sait combien elles sont finalement? Non, alors ça c'est une bonne question. Tu as bien vu, hein, quand on regarde le parterre de moules qu'il y a et qu'on met la main dedans, on voit que c'est pas juste une petite couche, hein, c'est des individus qui colonisent d'autres individus sur des individus et quelquefois on a des épaisseurs qui peuvent être très impressionnantes. Donc ça évidemment on ne le connaît pas. On le connaît d'autant moins qu'on va aller de plus en plus profondément, puisque évidemment la plongée c'est très sympa, mais ça a ses limites, on ne peut pas aller au-delà de certaines profondeurs. Et donc effectivement il y a des projets de recherche qui s'intéressent à essayer de donner une estimation un peu plus précise à l'échelle d'un lac comme le Léman de ce qui peut être leur quantité, parce que c'est effectivement très important. Justement, comment faire alors pour compter le nombre de moules? Il y a bien la technique classique qui consiste à prélever des moules sur une parcelle et les compter une par une pour estimer ensuite leur nombre. Mais Stéphane et son équipe utilisent une autre technique en complément qui pourrait bien être la solution pour compter le nombre de moules qu'il y a dans le Léman. C'est l'ADN environnemental. Donc dans le cadre du projet qu'on mène sur l'Aquaga avec les collègues, eh bien, l'idée c'est encore une fois, hein, c'est de mettre en relation véritablement ce que l'on prélève, c'est-à-dire des moules, et de les compter, de comptabiliser le nombre d'individus et la biomasse qui est associée, et en parallèle de faire des prélèvements d'eau, et donc ça se fait à partir d'une embarcation, à partir de la surface, avec des conditions un petit peu particulières, un protocole qui est bien défini et ciblé sur l'espèce, pour après encore une fois aller chercher dans cette eau l'ADN qui va être la signature de cet organisme. Donc là après il faut passer au laboratoire bien évidemment une fois qu'on a récupéré cette eau pour pouvoir la traiter et aller chercher le signal ADN de cet animal. Oui, alors nos quagga, qu'est-ce qu'elle donne? Bah écoute, ça va, là, je suis en train de faire les extractions d'ADN.
Donc ça se passe bien. Donc, nickel. Et donc maintenant, il y a des techniques effectivement qui permettent de le faire. Comme les experts, c'est que l'ADN va nous servir, encore une fois, pour dire, voilà, il y a telle chose qui nous intéresse, et on peut mettre, au-delà de l'identité de l'animal qui nous intéresse, on peut aussi dire, il y en avait tant, potentiellement. Et à quoi ça va nous servir finalement de savoir combien on a? Ben, ce qui va nous servir, c'est que tu peux imaginer qu'avoir une idée précise du nombre total d'individus qui est à l'échelle d'un lac comme le Léman, ça va permettre après d'avoir une meilleure idée de son rôle fonctionnel et de l'impact qu'il peut avoir sur le milieu ou sur les services écosystémiques qu'un écosystème comme le Léman rend. Donc si on a une estimation précise de leur quantité, on a une estimation précise de leur activité, de leur taux de filtration et donc de l'impact que ça peut avoir, positif ou négatif, comme on l'a vu. Ok, donc connaître précisément le nombre d'individus est donc bel et bien important lors d'une invasion. Mais est-il possible de la freiner ou même de la stopper? Dès lors que l'animal s'implante dans un milieu, je pense que tu l'auras constaté de toi-même, ça va être très compliqué de pouvoir l'éradiquer, entre guillemets. À part constater, on ne peut pas faire grand-chose. Après, ce qu'on peut quand même imaginer, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des pratiques intelligentes ou des bonnes pratiques. D'ailleurs, il y a des campagnes de sensibilisation auprès des plaisanciers pour leur dire attention, si vous passez d'un lac à un autre, eh bien, on vous invite à sortir vos bateaux, de nettoyer vos coques, de les laisser un peu à l'air pendant 48 heures, 72 heures avant de vous balader sur notre lac, de faire tourner votre moteur, de vider vos ballasts, etc., etc. Nous, en tant que plongeurs, évidemment, on peut imaginer que rincer nos combinaisons, c'est pas complètement stupide, puisqu'on a l'habitude de se balader d'un lac à un autre. Et donc, peut-être qu'on a effectivement un rôle à jouer aussi auprès de notre communauté, à l'évidence. À l'échelle de notre région, le lac du Bourget est envahi, le lac Léman est envahi, mais le lac d'Annecy, lui, résiste encore et toujours à l'envahisseur. On a donc toutes et tous un rôle à jouer pour limiter la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Mais du coup, quelles leçons pouvons-nous tirer de tout ça? On n'est pas à l'abri de ces espèces qui arrivent. Il y en a eu par le passé, il y en aura sûrement dans l'avenir. Et que maintenant, voilà, si on peut tenter de les empêcher, tant mieux. Maintenant, c'est un petit peu compliqué parce que les activités humaines, les transports, les voies navigables font que voilà, il y a plein de choses malheureusement qu'on ne peut pas contrôler de manière vraiment directe. Et donc c'est compliqué de parler de leçons parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une leçon à tirer ça. Ça fait partie aussi de l'ordre naturel des choses, certes quelquefois bien aidé par l'homme, mais c'est ainsi. On fait partie aussi de cet environnement finalement. Exactement, c'est un tout. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien dire ou ne rien faire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté de sensibiliser les gens qui vont se balader éventuellement d'un écosystème à un autre pour avoir des bonnes pratiques, pour éviter éventuellement, quand on sait qu'un écosystème a été envahi par une espèce, eh bien, que son petit voisin ne le soit pas si on ne veut pas qu'il le soit. On ne pourra jamais contrôler à 100% notre environnement. Par contre, grâce aux connaissances que l'on acquiert un peu plus chaque jour, on peut contrôler les impacts qu'on inflige aux écosystèmes parmi lesquels on vit. Baigneurs, pêcheurs, navigateurs, plongeurs, soyons conscients et apprenons à connaître encore plus en profondeur l'intimité de nos lacs que l'on aime tant.